L'an 2440. Rêve s'il en fut jamais. De Louis-Sébastien Mercier. Chapitre 2. J'ai 700 ans. Il était minuit quand mon vieil Anglais se retira. J'étais un peu lasse, je fermai ma porte et me couchai. Dès que le sommeil se fut étendu sur mes paupières, je rêvai qu'il y avait des siècles que j'étais endormi, et que je m'éveillais. Je me levai, et je me trouvais d'une pesanteur à laquelle je n'étais pas accoutumé. Mes mains étaient tremblantes, mes pieds chancelants. En me regardant dans mon miroir, j'eus peine à reconnaître mon visage. Je m'étais couché avec des cheveux blonds, un teint blanc et des joues colorées. Quand je me levai, mon front était sillonné de rides, mes cheveux étaient blanchis, j'avais 2 os saillants au-dessous des yeux, un long nez, et une couleur pâle et blême était répandue sur toute ma figure. Dès que je voulus marcher, j'appuyai machinalement mon corps sur une canne, mais du moins je n'avais point hérité de la mauvaise humeur trop ordinaire au vieillard. En sortant de chez moi je vis une place publique qui m'était inconnue. On venait d'y dresser une colonne pyramidale qui attirait les regards des curieux. J'avance, et je lis très distinctement, l'an de grâce 2440. Ces caractères étaient gravés sur le marbre en lettres d'or. D'abord je m'imaginai que c'était une erreur de mes yeux, ou plutôt une faute de l'artiste, et je m'apprêtais à en faire la remarque, lorsque ma surprise devint plus grande en jetant la vue sur 2 ou 3 édits du souverain attachés aux murailles. J'ai toujours été curieux lecteur des affiches de Paris. Je vis la même date 2440 fidèlement empreinte sur tous les papiers publics. Et, quoi? Dis-je en moi-même, je suis donc devenu bien vieux sans m'en apercevoir. Quoi? J'ai dormi 672 années. Tout était changé. Tous ces quartiers qui m'étaient si connus, se présentaient à moi sous une forme différente et récemment embellie. Je me perdais dans des grandes et belles rues proprement alignées. J'entrais dans des carrefours spacieux où régnait un si bon ordre que je n'y apercevais pas le plus léger embarras. Je n'entendais aucun de ces cris confusément bizarres qui déchiraient jadis mon oreille. Je ne rencontrais point de voiture prête à m'écraser. Un goutteux aurait pu se promener commodément. La ville avait un air animé, mais sans trouble et sans confusion. J'étais si émerveillé que je ne voyais pas les passants s'arrêter, et me considérer des pieds à la tête avec le plus grand étonnement. Ils haussaient les épaules et souriaient, comme nous sourions nous-mêmes lorsque nous rencontrons un masque. En effet mon habillement devait leur paraître original et grotesque, tant il était différent du leur. Un citoyen, que je reconnus dans la suite pour un savant, s'approcha de moi, et me dit poliment, mais avec une gravité ferme. Bon vieillard, à quoi sert ce déguisement? Votre projet est-il de nous retracer les ridicules usages d'un siècle bizarre? Nous n'avons aucune envie de les imiter. Laissez-là ce vain badinage. Comment? Lui répondis-je, je ne suis point déguisé. Je porte les mêmes habits que je portais hier, ce sont vos colonnes, vos affiches qui mentent. Vous semblez reconnaître un autre souverain que Louis XV. Je ne sais quelle peut être votre idée, mais je la crois dangereuse, je vous en avertis. On ne joue point de pareilles mascarades, on n'est point fou de cette force-là, en tout cas vous êtes des imposteurs bien gratuits, car vous ne pouvez pas ignorer que rien ne prévaut contre l'évidence de sa propre existence. Soit que cet homme se persuada que j'extravaguais, soit qu'il pensa que le grand âge que je paraissais avoir me faisait radoter, soit qu'il eut quelque autre soupçon, il me demanda en quelle année j'étais né. En 1740, lui répondis-je. Eh bien, à ce compte, vous avez au juste 700 ans. Il ne faut s'étonner de rien, dit-il à la multitude qui m'environnait, Enoch, Élie ne sont point morts. Mathusalem et quelques autres ont vécu 900 ans. Nicolas Flamel court le monde comme le juif errant, et monsieur, peut-être, a trouvé l'élixir immortel ou la pierre philosophale. En prononçant ces mots il souriait,
et chacun se pressait autour de moi avec une complaisance et un respect tout particulier. Ils brûlaient tous de m'interroger, mais la discrétion enchaînait leur langue, ils se contentaient de se dire tout bas. Un homme du siècle de Louis XV. Oh que cela est curieux! Chapitre 3. Je m'habille à la friperie. J'étais fort embarrassé de ma personne. Mon savant me dit. Étonnant vieillard, je m'offre volontiers à vous servir de guide. Mais commençons, je vous prie, par entrer chez le premier fripier que nous allons trouver, car, ajouta-t-il avec franchise, je ne pourrais pas vous accompagner si vous n'étiez pas vêtu décemment. Vous m'avouerez, par exemple, que dans une ville bien policée, où le gouvernement défend tout combat et répond de l'avis de chaque particulier, il est inutile, pour ne pas dire indécent, de s'embarrasser les jambes d'une arme meurtrière, et de mettre une épée à son côté pour aller parler à Dieu, aux femmes et à ses amis. C'est tout ce que pourrait faire le soldat dans une ville assiégée. Dans votre siècle on tenait encore aux vieux préjugés de la gothique chevalerie. C'était une marque d'honneur de traîner toujours une arme offensive, et j'ai lu dans un des ouvrages de votre temps, que le faible vieillard faisait encore parade d'un fer inutile. Que votre habillement est gênant et malsain. Vos épaules et vos bras sont emprisonnés, votre corps est comprimé, votre poitrine est serrée, vous ne respirez pas. Et pourquoi, s'il vous plaît, exposez vos cuisses et vos jambes à l'intempérie des saisons? Chaque temps amène de nouvelles modes. Mais où je suis bien trompé, où la nôtre est aussi agréable que salutaire, voyez. En effet, la manière dont il était habillé, quoique nouvelle pour moi, n'avait rien qui me déplût. Son chapeau n'avait plus cette couleur triste et lugubre, ni ses cornes embarrassantes, il n'en restait que la calotte, qui était assez profonde pour tenir dans la tête, et qui d'ailleurs était entourée d'un bourrelet. Ce bourrelet, roulé avec grâce, demeurait plié sur lui-même lorsqu'il était inutile, et pouvait se rabattre et s'avancer au gré de celui qui le portait, pour le garantir du soleil ou du mauvais temps. Ses cheveux proprement tressés formaient un nœud derrière sa tête, et un léger soupçon de poudre leur laissait leur couleur naturelle. Ce simple accommodage ne présentait point une pyramide plâtrée de pommade et d'orgueil, ni ses ailes maussades qui donnent un air effaré, ni ses boucles immobiles, qui, loin de retracer une chevelure flottante, n'ont d'autre mérite que celui d'une raideur sans expression comme sans grâce. Son cou n'était plus étranglé par une bande étroite de mousseline, il était entouré d'une cravate plus ou moins chaude, suivant la saison. Ses bras jouissaient de toute leur liberté dans des manches médiocrement larges, et son corps, lestement vêtu d'une espèce de soubreveste, était couvert d'un manteau en forme de robe, dont l'usage était salutaire dans les temps de pluie ou dans les froids. Une longue écharpe ceignait noblement ses reins, et procurait une chaleur égale. Il n'avait point de ces jarretières qui coupent les jarrets et gênent la circulation. Un long bas lui prenait des pieds jusqu'à la ceinture, et un soulier commode entourait son pied en forme de brodequin. Il me fit entrer dans une boutique où l'on me proposa de changer de vêtements. Le siège sur lequel je me reposais n'était point de ces chaises chargées d'étoffe, qui fatiguent au lieu de délasser. C'était une espèce de canapé court, revêtu de natte, fait en pente, et qui se prêtait sur un pivot au mouvement du corps. Je ne pouvais me croire chez un fripier, car il ne parlait point d'honneur et de conscience, et son magasin était fort clair. Chapitre 4. Les portefaix. Mon guide se rendait chaque instant plus affable. Il paya la dépense que j'avais faite chez le fripier, elle se montait à un louis de notre monnaie que je tirais de ma poche. Le marchand se promit de le garder comme une pièce antique. On payait comptant dans chaque boutique, et ce peuple, ami d'une probité scrupuleuse, ne connaissait point ce mot crédit, qui d'un côté ou de l'autre servait de voile à une industrieuse friponnerie. L'art de faire des dettes et de ne les point payer n'était plus la science des gens du beau monde.
En sortant, la foule m'environnait encore, mais les regards de la multitude n'avaient rien de railleur, rien d'insultant. Seulement on bourdonnait de tous côtés à mes oreilles. Voilà l'homme qui a 700 ans. Qu'il a dû être malheureux pendant les premières années de sa vie. J'étais étonné de trouver tant de propreté et si peu d'embarras dans les rues, on eût dit de la fête Dieu. La ville paraissait cependant extraordinairement peuplée. Il y avait dans chaque rue un garde qui veillait à l'ordre public, il dirigeait la marche des voitures et celle des hommes chargés, il ouvrait surtout un libre passage à ces derniers, dont le fardeau était toujours proportionné à leur force. On ne voyait point un malheureux haletant, tout en sueur, l'œil rouge et la tête comprimée, gémir sous un poids qui n'était fait que pour une bête de somme chez un peuple humain. Le riche ne se jouait point de l'humanité moyennant quelques pièces de monnaie. On voyait encore moins un sexe délicat et faible, né pour remplir des devoirs plus doux et plus heureux, attrister les regards des passants en se métamorphosant en portefaix. On ne le voyait point dans les marchés publics forcer à chaque pas la nature, et accuser la barbare insensibilité des hommes, tranquilles spectateurs de leurs travaux. Rendus au devoir de leur état, les femmes remplissaient l'unique soin que leur imposa le Créateur, celui de faire des enfants, et de consoler ceux qui les environnent des peines de la vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.